Et il y a un livre qui va littéralement me tomber sur la tête. Et quand je dis tomber sur la tête, c'est-à-dire que vraiment, il va me tomber sur la tête. Pour bien comprendre la scène, on est dans une librairie où vous avez donc des étagères comme des bibliothèques et qui montent très très haut. Et donc c'est un livre qui se situait sur une étagère assez élevée qui me tombe dessus. Il va s'avérer que c'est un livre sur le Reiki. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Avez-vous déjà essayé de raconter une séance de soins énergétiques à votre mari, à votre femme, à vos amis ou à vos collègues ? C'est compliqué, hein ? Comment mettre des mots sur ce qui finalement se vit seulement ? Eh bien, nous avons quand même tenté de relever le défi avec mon nouvel invité Didier Combé. Didier pratique et enseigne le Lao Chi et vous verrez, il en parle très bien. Avec la distance et la prudence tellement nécessaires, il me semble, quand on évoque des approches presque ésotériques. Vous allez aussi tendre une oreille intéressée, je le sais, sur le parcours de Didier, et notamment cet élan contrarié qu'il a eu très jeune pour la spiritualité, et puis ce parcours semé d'embûches pour y revenir. Bienvenue dans un épisode éclairant, en ce sens qu'il nous apporte de la lumière, aussi bien intellectuellement qu'intérieurement. Avec Didier, nous allons parler d'un livre qui tombe sur la tête, du Reiki qui sauve la vie et d'une pratique énergisante. Bonjour Didier et bienvenue dans La Petite Voix. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonjour Herveline, merci pour cette opportunité d'échanger, de partager ensemble. Donc oui, je m'appelle Didier Combé, j'ai 52 ans. Je suis essentiellement formateur en différentes techniques de soins énergétiques, dont le fameux Lao Chi qu'on va avoir l'occasion d'aborder, et aussi en lithothérapie appliquée. Merci à vous Didier d'être là aujourd'hui pour nous faire découvrir et votre parcours et cette approche en particulier du Lao Chi. J'aimerais qu'on commence par parler de vous, pour savoir comment vous êtes devenu ce thérapeute que vous êtes aujourd'hui, parce que si je ne dis pas de bêtises, vous étiez quand même au départ éloigné de ce monde-là du soin et de l'accompagnement. Alors c'est très juste, en tout cas professionnellement. Effectivement, j'ai eu un parcours assez classique, des études pour partie supérieure, et puis le choix de me former aussi dans différentes approches très très techniques, rationnelles. Mon cœur va m'orienter plutôt à un moment donné vers les ressources humaines, où je vais commencer par faire de la formation, puis du recrutement. Et puis par rapport à ma sensibilité, on peut dire aussi ma capacité d'écoute, ma capacité à sentir les gens, on va aussi me demander de faire de la gestion de ressources humaines. Et puis de fil en aiguille, je vais devenir donc ce qu'on appelle responsable ressources humaines Ouais. dans une entreprise, donc je citerai pas, mais qui a été pendant très longtemps une très grosse entreprise et qui évidemment dans ces phases de croissance recrutait, formait, suivait, accompagnait. Donc j'étais, on peut le dire, très heureux d'avoir cette vie professionnelle. Ouais. Mais la crise, notamment de 2008, a fini par asséner un coup de massue à cette entreprise et on a commencé à me demander autre chose. Et oui, malheureusement, les RH, c'est quoi ? C'est aussi se séparer de personnes. C'est exact, de différentes manières. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est effectivement dans, à minima, une gestion, si vous voulez, non plus d'êtres humains, mais de chiffres, ce qui est très, très, très surprenant, mais ça ne l'est plus du tout au bout d'un moment.
lorsqu'on parle de ressources humaines. Et donc, personnellement, je vais commencer, sans m'en rendre compte, à être en dissonance avec mon métier. Ouais. Et cette dissonance va finir par me perturber physiquement et autrement dit, je vais tomber malade. OK. Eh ben, on va y revenir, mais déjà, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes. Au tout début de l'entretien, là, vous me dites quelque chose sur lequel je suis obligée de rebondir. Vous me dites: «Professionnellement, j'ai été obligée d'aller vers, quelque chose de classique». Sous-entendu, est-ce que personnellement, déjà, vous étiez attirée par, d'autres mondes? Je sais pas comment le formuler autrement. Alors oui, mais très personnellement. C'est-à-dire que personnellement, j'ai tendance à être, j'aime bien les environnements où il y a un cadre, hein, il y a de l'harmonie, il y a des règles, un environnement où tout le monde peut évoluer en se respectant et où on peut se développer. OK. Et donc, les environnements qu'on va qualifier de spirituels, pour moi, étaient plutôt considérés, avec le niveau de conscience que j'avais à l'époque, pardon, plutôt, comme des mouvements, inquiétants, sectaires, ou Ah! ce genre de choses. En tout cas, j'avais cette crainte, OK, cette vision des choses qui est quand même encore aujourd'hui assez partagée. bien sûr. Et donc, pour répondre à votre question, oui, mais au travers de livres. Ah oui? À cette époque, je lisais comme on buvait de l'eau, Ah ouais? c'est-à-dire d'une manière, je passais mon temps à lire quand je ne travaillais pas. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à découvrir, alors ça a commencé par le monde des anges, Ah ouais, vous, non, mais vous y notamment allez avec les direct, en fait, là, par contre. c'est-à-dire? Bah, vous commencez avec le monde des anges. Oui, On évoquait il y a 2 secondes le fait que la spiritualité était pour vous un truc un peu, dangereux potentiellement, oui. mais vous attaquez vos lectures, spirituelles directement, sur les anges. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que je n'allais pas vers les personnes qui portaient ces enseignements, ces connaissances ou ces points de vue. Par contre, je me nourrissais de livres et ces livres notamment portaient sur les anges. C'est-à-dire que la réponse à votre question, c'est essentiellement de comprendre que plutôt que d'être dans une démarche extérieure, j'étais plutôt dans une démarche personnelle et intérieure et j'allais vers l'extérieur au travers de livres et non pas de personnes. OK, les livres que vous évoquez, c'est pas des romans ou je ne sais Non, quoi, c'était déjà excusez-moi, j'avais pas saisi. non, non, pas de souci. OK, donc vous aviez c'est amusant quand même, c'est hyper intéressant de se dire que vous étiez fortement intéressé, imprégné de sagesse et de spiritualité quand elle était dans les livres, Mmh. mais qu'en revanche, la vivre à l'extérieur, comme vous le dites, auprès d'autres personnes qui, potentiellement partageaient, ce même intérêt, là, il y avait un danger potentiel Et oui, parce que c'est ce qu'on m'a appris aussi. dans votre éducation? Dans mon éducation, lorsque j'ai eu mes premières expériences de médiumnité, en l'occurrence de clairaudience, donc je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans, Ah oui! on m'a très vite fait comprendre que, c'était quelque chose de très noir qui s'était présenté à moi. Je ne prononcerai pas les noms qui ont été prononcés à l'époque. Donc très, très jeune, j'apprends que, aller dans cette direction, écouter ses sens, y compris les plus subtils, est quelque chose de dangereux et je vais porter ça très longtemps. Et effectivement, du coup, c'est un sacré conditionnement. Ce que j'essaye juste de comprendre, c'est que ces choses noires avec lesquelles vous êtes connecté dès, ce très jeune âge, même à peine adolescent, est-ce qu'on vous dit que ces choses noires le sont? Est-ce que ça vient de vos parents? Ou est-ce que ça vient de ces choses elles-mêmes qui se présentent à vous en vous expliquant que enfin, vous faites l'expérience d'un truc pas sympathique, quoi? Avec le recul, hein, des années, avec l'âge, j'estime qu'effectivement, c'était plutôt une communication de mon guide de lumière OK, qui donc m'a plutôt sympa? alerté, donc plutôt sympathique, mais néanmoins une phrase clé: «Ne les écoute pas». Ah! Ne les écoute pas, en fait, c'était: «N'écoute pas les témoins de Jéhovah». Parce que j'étais sur le point à cette époque de prendre ce cheminement et donc l'idée là était que quand j'ai mis à la disposition, notamment de ma grand-mère paternelle, cette information, effrayé de ce qui s'était passé, hein, on m'a fait comprendre qu'il y avait un problème. Donc j'édulcore un peu les mots, hein, pour pas alourdir, on va dire, mais comprenez simplement que c'est une des expériences phares, les plus fortes, c'est ça que je veux dire, qui ont marqué ce conditionnement qui fait que je vais plutôt privilégier le fait d'aller vers des livres, des Mmh. enseignements, Mmh. plutôt que de m'exposer à. Et effectivement, il va se produire un événement bien plus tard, vers la trentaine, hein, que je vous ai d'ailleurs évoqué, Ouais, qui est effectivement un jour où je vais dans ma librairie préférée, qui aujourd'hui n'existe plus, la librairie de l'Espace Saint-Martin, donc à Paris. ouais. Comme d'habitude, comme tous les week-ends, j'allais là pour acheter des livres, hein. Comme je vous disais, hein, je dévorais des livres comme en boîte de l'eau. Et il y a un livre qui va littéralement me tomber sur la tête alors que c'est virtuellement pas possible. Et quand je dis tomber sur la tête, c'est-à-dire que vraiment il va me tomber sur la tête. Pour bien comprendre la scène, on est dans une librairie où vous avez donc des étagères comme des bibliothèques et qui montent très très haut.
Et donc, c'est un livre qui se situait sur une étagère assez élevée, qui me tombe dessus. Il va s'avérer que c'est un livre sur le Reiki. Et ça va être littéralement un déclencheur qui va me faire basculer dans l'inverse de ce dont j'avais l'habitude. En rentrant chez moi ce jour-là, je vais taper le mot Reiki sur donc un moteur de recherche. Je vais prendre le premier site qui sort et je vais m'y inscrire sans écouter ni mon conditionnement lié à l'enfance, Ouais. ni mes craintes que je n'avais pas là à ce moment-là. Ok. Et je vais me rendre dans ce centre de formation. Ok. Alors, avant qu'on avance sur les Reiki, je suis désolée, je vous embête. Ne m'embêtez, il n'y a pas de souci. Peut-être que si vous allez me dire, oh, franchement, Herveline, j'aimerais juste qu'on revienne sur cette histoire d'adolescence, si vous vous aidez bien. Et on Oui. reviendra sur le Reiki parce que, évidemment, c'est hyper intéressant aussi. Mais il y a un truc qu'il faut que j'éclaircisse là. Bien sûr. Donc, vous avez une communication médiumnique avec un être de lumière et de clairaudience. Mhm. Vous l'évoquez avec votre grand-mère et c'est là où elle va vous dire attention, danger. On est d'accord? C'est ça. Ok. Et elle, en fait, ça lui fait très peur de comprendre que peut-être vous avez perçu des choses et donc elle met, et vous aussi de fait, tout ça, hop, sous le tapis. C'est ça l'histoire? On peut dire ça, oui, Ok. oui. En tout cas, elle m'invite à le faire par la peur. Parce qu'elle vous laisse entendre qu'il va se passer des choses affreuses, c'est ça? Ou Non, pas c'est du sa tout. propre peur, tout simplement, qu'elle exprime? Elle m'explique simplement que ce qui s'est passé à ce moment-là était de l'ordre de, et donc il fallait simplement fermer la porte à tout ça. Et ça a suffi à fermer la porte pendant très longtemps. Hein. Parce qu'elle avait quoi, elle, comme croyance par rapport à tout ça? Est-ce que déjà elle était croyante tout court ou pas du tout? Et oui, elle était témoin de Jéhovah. Ok. Donc, la manière dont potentiellement vous auriez pu, vous, y aller, c'est parce qu'en fait, dans votre famille, certaines personnes étaient membres des témoins de Jéhovah. Oui, ils le sont encore pour certains des membres de ma famille, oui. Est-ce que vous y avez été exposé en direct à ces témoins de Jéhovah et peut-être à certaines pratiques? Franchement, moi, je connais pas bien le sujet, mais Non, pas de souci. est-ce que vous avez baigné dedans, du coup? Alors, on peut pas dire ça puisque mes parents n'ont pas de religion à proprement parler. Donc, vos parents ne sont pas témoins de Jéhovah, eux? Du tout. Ok. C'est plutôt l'environnement élargi. Et effectivement, chaque fois qu'on était en vacances, donc chez mes grands-parents, et donc dans cet environnement-là, forcément, on accompagnait tout le monde à la salle du royaume, on Mais oui. écoutait, on s'enseignait, mais c'était plus voilà, pour faire plaisir. Sauf que moi, j'ai toujours été dans une quête intérieure de comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens, en tout cas ce que je ressentais. Qu'est-ce qui fait de moi l'être humain que je suis? J'avais besoin de réponses. Hmm. Pourquoi j'ai l'air d'être si différent des autres? J'avais besoin de réponses. Les réponses, mes parents ne me les donnaient pas, ils ne les avaient pas. Mon entourage élargi non plus. Et donc, on m'informe ou on me fait comprendre que pour trouver ces réponses, il y a des cadres qui existent et l'un d'entre eux s'appelle Témoin de Jéhovah. C'est ça qui va effectivement attirer mon attention. Ok. On peut quand même comprendre que quand on connaît un petit peu ce milieu-là, on voit qu'il y a des petits magazines où on traite des questions. Oui. Et donc, le jeune homme que j'étais, il voit qu'il y a des questions qui sont traitées. Et donc, il espère trouver des réponses à Bien ces sûr. questions. Et donc, c'est ça qui va, effectivement, dans ce cadre-là, la clairaudience, notamment, n'est pas quelque chose que l'on peut avoir naturellement. Hein, c'est forcément quelque chose de négatif. Il y avait un côté diabolisé, quoi. Oui, on peut dire ça, mais comme dans toutes les religions. Hein, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, avoir oui, ces c'est pas propre aux capacités... témoins de Jéhovah. Non, ça c'est sûr. Rares sont les religions, à mon avis, il n'existe pas, mais peut-être qu'il y en existe, où on peut effectivement évoluer dans ses capacités psychiques soutenues par un cadre qu'on peut qualifier de religion. C'est extrêmement rare quand même. Merci. Donc, effectivement, ça donne un autre éclairage sur cet homme qui, du coup, évidemment, va surtout pas s'aventurer sur des métiers énergétiques comme ce que vous faites Non. maintenant. Et Non, finalement, c'est clair. le bon compromis, c'est d'aller en entreprise, mais quand même avec une sensibilité un peu humaine, donc les RH, ce qui me fait réaliser que j'ai quand même un certain nombre d'anciens invités thérapeutes qui, ayant voulu suivre un parcours classique d'entreprise, ont quand même opté pour les RH avec l'idée que dans ressources humaines, il y a humain, quoi. Donc, Oui, inconsciemment, on est quand même plus porté par ça, oui. jusqu'à ce qu'en fait, de ressources humaines, on en vienne à des ressources inhumaines. Et en fait, c'est à ce moment-là, quand vous vous retrouvez du coup plus du tout aligné et en phase avec votre métier, est-ce que c'est à ce moment-là que débutent les problèmes de santé? Et à quel moment vous tombe ce livre sur la tête? Alors le livre va me tomber sur la tête, alors je ne sais plus quand exactement, mais à peu près, peut-être 2-3 ans avant le fait de tomber malade. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que vous êtes encore complètement en poste, sans questionnement sur votre projet pro?
Je le dirais autrement, il n'était pas question de changer quoi que ce soit. J'étais dans un environnement que j'estimais sécurisé. La sécurité de l'emploi, qui était une belle illusion d'ailleurs au passage, mais la sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois, voilà, le fait de ne pas avoir à trop se poser de questions quant aux affaires, on va dire, matérielles et financières, était quand même quelque chose qu'on m'a appris, hein, et que j'ai très bien intégré. Et puis, ben, va arriver effectivement ce moment où, à force de ne pas écouter mon corps, à force d'accepter de faire des choses que je ne détaillerai pas, hein, mais qui sont très inhumaines, pour reprendre le mot que vous avez vous-même utilisé, eh bien, forcément, surtout pour quelqu'un qui est quand même sensible comme je peux l'être, forcément, les problèmes de santé finissent par arriver. Et donc, je vais perdre le contrôle de mon corps, c'est-à-dire que je vais m'effondrer un jour en arrivant au travail, sans capacité de me relever. Puis effectivement, je vais partir aux urgences. Puis on va effectivement finir par diagnostiquer donc une forme entre guillemets légère d'accident vasculaire cérébral. Quand cela vous arrive, vous avez déjà fait votre formation Reiki que vous évoquiez tout à l'heure? Tout à fait. D'accord, donc vous avez commencé à ouvrir ce canal-là et dans tous les sens du terme, vous avez commencé à cheminer là un peu plus sérieusement et pour le coup en vous ouvrant à l'extérieur Mhm. et à certaines pratiques. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais fait le premier degré de Reiki, je pense. D'accord. Quand ce problème de santé arrive, est-ce que vous vous dites: «Ah, est-ce que c'est un message? Est-ce que peut-être je suis pas alignée? Est-ce que je suis pas au bon endroit?» et cetera? Est-ce que vous vous le formulez comme ça? Non, non. Je rentre dans un état que j'aurais du mal à qualifier avec des mots, où je sens la mort venir. Je crois que c'est l'expression la plus adaptée, tout en étant parfaitement vivant. Et donc le Reiki va me garder dans le monde des vivants. C'est-à-dire que je vais être en autotraitement Reiki quasiment, parce qu'à cette époque-là, je suis en arrêt maladie, hein, vous l'avez compris, hein, donc quasiment toute la journée. Alors par contre, quand vous évoquiez le fait de vous sentir mourir là, Oui, je pensais que vous parliez de cette demi-heure là où vous êtes au sol, au travail non, et qu'en fait, non, non. et en fait non, ça va durer plusieurs semaines Ah, ça après, va cet durer plusieurs mois. épisode-là? Plusieurs Oui, mois? cet état-là que je décris là va durer effectivement plusieurs mois. Jusqu'à effectivement que je me, mais là j'anticipe peut-être un peu trop, forme au Lao-Chi. Ça va être réellement déterminant pour moi. Donc on sent, comme, vous avez été vidé de toute énergie de vie presque et petit à petit, avec beaucoup de patience et à travers les soins Reiki que vous auto-donnez, vous allez retrouver un peu d'énergie. C'est dans ce contexte-là que le Lao Chi vient à vous. Comment ça se passe? Ce que je vais dire maintenant peut être mal interprété, donc je vais essayer de le détailler pour être bien bien clair. Je vais constater que le Reiki va me maintenir en vie. Je peux dire que le Reiki traditionnel Usui m'a sauvé la vie. Il m'a empêché de me détacher complètement, si je reprends cette expression, donc de mourir, hein, pour le dire plus directement. Oui? Mais les symptômes n'auront pas disparu. Donc ça me fait dire la chose suivante, c'est que oui, le Reiki est très important pour moi, mais il se trouve qu'il y a quelque chose que je vais découvrir qui s'appelle le Lao Chi, qui correspond plus à l'être que je suis, à mes besoins en termes de vibration, de fréquence d'énergie. OK. Et donc, je vais chercher une méthode. Alors à l'époque, je ne savais pas évidemment que ce serait le Lao Chi, qui me permette d'aller plus loin que le Reiki. OK. Et donc, de ce fait, je vais trouver un site qui est à 100% ce que je recherche. Je suis totalement ébahi de voir à quel point ce que je trouve là est en phase avec ce que je recherche. Sauf qu'au moment de m'inscrire, je vais me rendre compte que la formation a lieu au Québec. Je vais donc être très très déçu, voire frustré. Et puis 2-3 jours passent avec ces émotions un peu basses. Arrive enfin cette idée que j'ai, mais n'y a-t-il pas quelqu'un qui fait exactement la même chose en France? Mmh. Et donc je vais tomber sur la page qui présente la formation Lao-Chi. Ouais, Donc, je vais aller là-bas, je vais suivre ces formations. L'initiation Lao-Chi va être très particulière. ouais. Je suis assez saisi par ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est extrêmement fort. Je ressens le besoin d'aller aux toilettes, donc je me rends aux toilettes et il y avait une glace. Je me regarde et je vois que la couleur de mes yeux est beaucoup plus claire. Je me dis: «Non mais c'est pas possible, j'hallucine. J'ai dû, prendre de la lumière, du soleil, je m'en suis pas rendu compte». Enfin, j'essaie de trouver des explications, on va dire Rationnel? logiques et rationnelles, et là, pour le coup, ça va signer que le Lao-Chi est important pour toi Didier, écoute. OK. Et donc, je vais faire du Lao-Chi. Je vais me traiter au Lao-Chi, je vais être libéré des symptômes que j'ai évoqués, hein. Donc ça, c'était il y a 10 ans? Oui, j'ai été formé en 2010, oui, donc on peut parler de 10-12-13 ans. Mmh. D'accord, OK.
À quel moment vous allez basculer? C'est-à-dire que parce que là, on comprend en fait que vous êtes vraiment vous faites ces formations parce que vous avez besoin de vous soigner, vous. Mais à quel moment vous vous dites: «Je vais en faire mon métier et je vais arrêter ce travail en entreprise et en ressources humaines»? Eh bien, l'entreprise pour laquelle je travaillais va rentrer dans une phase de crise dont elle ne se remettra pas véritablement. OK, Et donc, elle va faire un premier plan de sauvegarde de l'emploi. Et puis, alors je ne sais plus, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, un deuxième, mais celui-ci beaucoup plus sévère. OK. Et comme vous le savez peut-être, un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est quand même très encadré par la loi. Donc, il y a Oui, des étapes obligatoires et il y a notamment une partie volontariat. oui. On propose à certaines personnes qui libéraient leur poste pour garder d'autres personnes. Mmh. Et donc, je fais le choix, dans ce cadre-là, de quitter dans un cadre très sécure pour moi à l'époque. OK. Évidemment, il y avait des sommes d'argent importantes, puis le fait d'être indemnisé par Pôle emploi pendant 2 ans, Ouais, ça a été plus compliqué quand ça s'est arrêté au niveau de Pôle emploi. évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qui vous permet de partir, presque sereinement. Mais on voit que ça y est, vous passez le cap de partir, mais est-ce que vous savez tout de suite ce vers quoi vous allez vous lancer ou est-ce que c'est pas encore très clair? Dans mon esprit, l'énergétique était, totalement écarté. Parce que, justement, ça rentre pas tout à fait dans les cases, dire qu'on est thérapeute énergéticien, à l'époque, alors il y en avait, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas aussi confortable de dire qu'on est responsable ressources humaines, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, Ça fait différent dans les dîners en ville, quoi, voilà. c'est différent. Et donc je me dis qu'il faut trouver un métier qui va faire plus ou moins consensus, c'est-à-dire pour lequel les gens connaissent et vont pouvoir, s'inscrire. Donc je vais me former, dans un premier temps, à ce qu'on appelle la relaxologie, la relaxation. Ah! Donc quand même dans la relation d'aide, en fait, hein? Ah toujours, OK, toujours. OK. Ça va pas du tout marcher. Bah, ouais, Voilà. d'avoir essayé de Alors je trouver un compromis finalement, ouais. non, j'aurais pas de clients pour ça, mais je comprendrais que c'est aussi par rapport à moi. Oui, Bien plus tard, je vais me former à différentes techniques de massage, OK. mais là encore, ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire véritablement. Et va arriver un moment très particulier où, une ancienne amie va m'inviter à venir visiter avec elle un local commercial, Ouais, puisque nouvellement formée dans une technique qu'on appelle la kinésiologie, oui. elle souhaite s'installer et donc je vais faire les visites avec elle et donc on trouve le local que j'occupe encore aujourd'hui. L'idée à l'époque était de la soutenir et d'avoir quand même un lieu où je pouvais faire du reiki et du lao-chi. Ah! Mais en dilettante, juste de temps en temps comme ça. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. C'est amusant comme la vie s'arrange toujours pour finir par nous mettre dans le bon chemin. Exactement. Et donc, je ne savais pas au moment où j'ai signé ce bail commercial que, je signais pour mon futur. Mmh. Et effectivement, pendant très nombreuses années, c'est là où j'ai commencé à faire des soins. Ouais. Puis dans une deuxième période, à commencer à faire des formations, donc au Reiki, au Lao-Chi, puis, au fur et à mesure aux différentes approches auxquelles je vais me former moi-même, donc que je vais retransmettre ensuite. Ouais. Et puis à un moment donné, je vais me retrouver seul dans ce cabinet, voilà. OK. Aujourd'hui, au moment où on parle, vous êtes principalement formateur et vous recevez encore un peu en cabinet, mais très peu si je comprends bien? Alors plus du tout, puisque OK, j'ai déménagé à la campagne et donc il n'est plus possible pour moi de donner des consultations la semaine. Je ne viens sur Paris que pour former. d'accord. Je donne encore des consultations, mais dans le cadre de consultations à distance. OK, d'accord. Donc le plus gros pour vous aujourd'hui de l'activité, c'est de transmettre en fait ce que vous avez, appris et on l'entend à travers toutes ces années-là, qui n'ont pas toujours été en ligne droite. Mais c'est ça que vous transmettez aujourd'hui aux c'est quoi d'ailleurs, vous formez quoi? Ce sont des thérapeutes principalement qui viennent vers vous? Non, non, non. Ah! Vous avez beaucoup de thérapeutes, oui, mais ça peut être des personnes qui ne sont pas installées professionnellement, qui viennent pour leurs besoins propres. OK, comme vous au départ en fait d'ailleurs? Exactement, tout à fait. OK. Ça peut être aussi, ça c'est plus rare, hein, des professionnels de santé, vous avez aussi des médecins acupuncteurs. Donc les formations que vous enseignez aujourd'hui, c'est, j'imagine parce que, vous avez écrit un livre qui est devenu un peu référence sur le sujet en France, parce qu'il y a quand même très peu de littérature. Mmh. C'est un livre qui s'appelle Lao Chi, voilà, comme ça, C'est ça, c'est simple, c'est ça. mais qui donne, une bonne idée de ce qu'est le Lao Chi et de comment le pratiquer. C'est pas une formation en tant que telle, mais on y a quand même déjà quelques outils très concrets, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est exact. Effectivement, ce livre, il va être, alors jamais, jamais, au grand jamais, j'ai eu l'idée au départ d'écrire un livre. L'idée au départ, c'était de mieux comprendre ce qu'était le Lao-Chi. OK. Il était devenu assez important pour moi de faire connaître le Lao-Chi. Je ne
pouvais difficilement supporter l'idée d'avoir quelque chose qui m'avait à ce point aidé, à ce point apporté et qui continue à m'apporter, et de constater que 99,9% des gens ne connaissaient pas. Je commence effectivement des recherches et je vais donc collecter des informations, et des informations qu'on ne retrouve pas dans le manuel que j'ai reçu lorsque j'ai été formé. Toutes ces informations collectées vont déjà m'aider à faire des conférences. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait absolument écrire un livre. On a beaucoup parlé de Lao Tzu, mais finalement, on ne l'a pas encore défini. Alors, comment le définiriez-vous? C'est un système de soins énergétiques, une approche qu'on peut qualifier de naturelle, qui nous permet de canaliser, de mettre à notre disposition, de recevoir certaines fréquences de ce qu'on appelle l'énergie universelle de vie pour son bien-être, sa détente, sa relaxation, mais aussi pour remettre son physique et ou mental, et éventuellement au-delà, nos corps de nature plus élevée, spirituelle, pour remettre en équilibre, en harmonie, toujours dans la limite de ce qu'on peut supporter, toujours dans la limite de nos besoins réels à un instant T. Dans la manière dont vous en parlez, et j'imagine qu'on vous le dit souvent, ça peut faire penser au Reiki. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que le Lao Tzu est différent? La différence, elle se situe plus sur la forme, un petit peu sur le fond, même si c'est pas tout à fait mon point de vue. Qu'est-ce que j'entends par elle se situe sur la forme? Quand vous faites du Lao-Chi, vous ne faites pas du Reiki, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire la même chose. Vous ne Ok. procédez pas de la même manière pour vous préparer, vous ne procédez pas de la même manière pour vous connecter, entre guillemets, à ces fréquences énergétiques, Ouais. et vous ne procédez pas de la même manière pour faire un soin. La forme, elle, est différente. Sur le fond, c'est pas fondamentalement différent, puisque dans les deux cas, dans le cadre d'un système canalisé, on va se brancher sur des fréquences vibratoires, c'est une façon simple de le dire, que l'opérateur, la personne qui va donner la séance, ou l'opératrice donc va canaliser, va faire transiter à travers elle. Ça va sortir par nos mains et être mis à la disposition de la personne qui est en face de nous, j'ai bien dit, mise à disposition. C'est-à-dire que ce qui se passe appartient à la personne qui est allongée, et non pas à la personne qui met à disposition. C'est en ce sens que, je fais une petite parenthèse, le terme de guérisseur, pour moi, est très impropre, puisque aucun être humain, de mon point de vue, ne peut guérir une autre personne, en énergétique, évidemment, hein. C'est l'interaction entre la personne qui reçoit la séance et l'énergie elle-même qui donne un résultat ou qui n'en donne pas. Et donc, si on revient à la différence entre le Reiki et le Lao-Chi, dans les deux cas, c'est un système canalisé, mais il est notoire de constater que le Lao-Chi a tendance à travailler directement sur la globalité de l'être, d'un point de vue du ressenti de l'énergie, hein, alors que le Reiki a tendance à être ressenti là où on pose les mains. Et est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui ont recours au Lao Tzu pour telle ou telle problématique? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre des émotions? Est-ce que c'est plutôt physique? Est-ce qu'en fait, ça marche dans tous les cas de figure? Alors, deux questions en une. Non, il n'y a pas de profil type. On peut venir recevoir un soin Lao-Chi uniquement pour prendre soin de soi, dans l'optique bien-être, sans problématique particulière. Ou à l'inverse, venir dans un cadre qui sera évidemment complémentaire, hein, au cadre des professionnels de la santé. Je ne suis pas médecin. Il est important de rappeler que les systèmes de soins énergétiques ne se substituent pas, hein, à un avis médical. Merci de le rappeler. Et donc, en complément d'une démarche de médecine traditionnelle, effectivement, venir pour peu importe la pathologie. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que, eh bien, si l'énergie rétablit l'équilibre, on peut comprendre que l'état de la personne importe peu. À chaque fois, l'énergie fera ce qu'elle peut faire en Ok. fonction du cadre que j'ai fixé préalablement, c'est-à-dire essentiellement avec l'inconscient. Elle apportera ce qu'elle peut apporter dans la limite de ce que peut supporter la personne qui le reçoit et en conformité avec ses besoins donc. Ok. Et donc concrètement, comment elle se déroule la séance? On est allongé sur une table, enfin quand on est en présentiel, on est allongé sur une table de massage? C'est ça. Donc, juste avant de s'allonger, on a effectivement, donc la personne arrive, elle est accueillie. Ça a l'air de rien, mais je trouve que ça, c'est important. On a un petit entretien qui présente les choses, qui explique les choses, notamment le déroulé de la séance. On va expliquer que la personne, tout en restant donc habillée, va s'allonger sur une table de massage en mettant donc les mains au niveau des hanches. C'est ce que prévoit le système de soins énergétiques Lao-Chi si elle le souhaite. Si elle ne le souhaite pas, c'est OK. On va lui expliquer où on va poser les mains à différents endroits. Ensuite, la séance a lieu. Et quand elle est terminée, on va avoir un moment de débriefing où je vais laisser la parole à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce qu'elle a pu vivre. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, je m'exprimerai, si j'ai des choses à dire, d'un petit peu spécifique, sur ce que moi-même j'ai pu vivre pendant la séance et que je partage avec la personne. Parce que vous pourriez n'avoir rien à dire? Et bien sûr, en Ok. dehors du fait que la séance s'est bien passée, je peux n'avoir rien à dire. Quand vous me dites j'ai rien à dire, c'est est-ce que parce qu'en réalité, vous n'avez pas eu de perception particulière, vous avez fait le soin et voilà? Ou est-ce que
si vous avez capté des choses, mais puisque la personne ne vous en parle pas et ne va pas sur ce terrain-là, vous respectez ça et vous n'y allez pas non plus. C'est plutôt le premier cas, même si le deuxième peut exister. C'est principalement le premier, c'est-à-dire si au travers de ma sensibilité, je vais dire ça comme ça, je n'ai rien perçu de particulier, je ne vais pas inventer des choses. Il faut savoir que notre métier est un métier qui commence à créer des attentes chez les personnes qui reçoivent des soins. Et donc, j'insiste en formation actuellement en disant aux personnes que je forme, s'il devait exister un cahier des charges des systèmes de soins énergétiques ou du Lao-Chi pour ce qui nous occupe là, où est-il écrit que l'on est censé être médium et dire 1 milliard de choses à la personne après un soin? Et donc, c'est en ce sens que je ne vais pas dire des choses si j'ai rien à dire. Et je Ok, partage tout à fait librement mes ressentis si et seulement si la personne souhaite les entendre. C'est rare qu'elle ne souhaite pas les entendre, mais je pose quand même la question. d'accord. J'aime beaucoup dans votre approche, j'entends que vous prenez beaucoup de précautions par rapport à, j'allais dire vos croyances, ça peut paraître très péjoratif, mais non, mais par rapport à la manière dont vous abordez le Lao-Chi, par rapport au Lao-Chi lui-même, par rapport à la posture des thérapeutes, vous êtes très vigilant dans la manière dont vous en parlez. Dans votre livre, il y a plusieurs passages, moi, qui m'ont marqué sur le sujet. Moi, ça m'intéresse. Dans La Petite Voix, je suis vigilante à ce qu'on soit vigilant. Et qu'est-ce qui, vous, dans votre parcours, a fait que vous avez ce point d'attention-là particulier? Le fait d'être certain d'un certain nombre de choses qui se sont avérées complètement fausses. C'est littéralement ça, c'est-à-dire que on ne peut pas s'empêcher d'arriver dans un domaine qui touche à l'invisible, à l'intangible, sans un cadre. On va le projeter, ce cadre. Je donne un exemple tout simple. Il est très fréquent quand je forme quelqu'un au Lao-Chi qui est déjà formé au Reiki, ces personnes vont chercher à rapatrier dans leur pratique du Lao-Chi quelque chose qui n'y a pas sa place, sauf si elles le souhaitent, qui est de l'ordre du Reiki. Ok, Parce que je connais ça, et donc je peux oui, m'y accrocher, ça me rassure, je ne suis pas dans l'inconnu. Ben, j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu des expériences où ce que je croyais faux, ce que je pouvais dire en formation comme étant faux, s'est produit devant moi. Donc, ça m'a amené à évidemment être beaucoup plus prudent sur ce que je dis et à tenir le discours. Effectivement, vous avez noté ça, mais c'est très marquant, hein. On me le renvoie souvent de tenir le discours. Le plus grand enseignant qui existe dans tout l'univers, c'est l'expérience. Faites vos Hmm. propres expériences, sachant que je peux moi-même vous avoir dit quelque chose qui est une erreur, je peux me tromper parce que je crois que c'est vrai, mais ça ne l'est pas. Faites vos propres expériences, vivez ce que vous avez à vivre et décidez ce qui est vrai ou pas pour vous. En fait, je voulais vous citer, il y a un passage du livre là que j'ai surligné parce que vraiment, moi, ça me parle beaucoup et c'est un message que je veux faire passer et repasser et re-repasser aux auditeurs de La Petite Voix. Donc, je vous cite: «Je n'insisterai jamais assez sur l'importance de faire preuve de discernement et tout particulièrement dans le domaine de l'énergie et de la spiritualité au sens large. Ainsi, très concrètement, ne prenez pas pour acquis tout ce que je vais écrire ici, mais tentez plutôt de comprendre qui je suis et ce que j'exprime ici.» Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous renvoie déjà à notre propre responsabilité en tant qu'auditeur, patient, client, et ça remet les choses un peu dans ce qui me semble être pour moi un juste cadre. Voilà. Très, très juste. Une dernière question. Donc, vous nous l'avez dit, vous pratiquez de moins en moins le Lao Chi, en tout cas pour des clients. En revanche, vous formez de plus en plus de personnes sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous y trouvez? Je dirais que c'est une façon de rendre ce qui m'a été donné. Alors, c'est important pour moi de faire connaître le Lao-Chi, de faire en sorte que les gens se forment au Lao-Chi, soient autonomes pour se prendre en main, satisfaire à leurs besoins par eux-mêmes, disposer d'une énergie qui va éveiller leur conscience, peut-être aussi développer leur capacité psychique. Voilà, de rendre un tout petit peu ce qui m'a été donné avec tant de générosité et de grâce. Ça m'a permis de revenir à la vie, de revenir en santé, de vivre des expériences que je n'aurais pas pensé vivre, d'accomplir une partie de mes rêves, j'en ai encore. Donc voilà, je ne peux qu'essayer de rendre un petit peu de ce qui m'a été donné, en tout cas de contribuer à aller dans cette direction. En tout cas, merci. Et c'est joli hein, de clôturer là sur cette note de grande gratitude qu'on entend vis-à-vis du Lao Chi. Alors, pour clôturer, pas tout à fait, parce que j'ai quelques questions rituelles, vous le savez. La première, j'aimerais savoir si vous écoutez souvent votre petite voix. Alors, cette question ferait doucement rire mon compagnon, puisque je suis censé le faire, mais je ne fais que trop souvent dire: «Ah, j'aurais dû m'écouter». Il est vrai que je ne m'écoute pas assez. Je le dis, je le répète, et toute personne qui pourrait s'étonner de cette situation alors que je me prétends médium devrait savoir que l'un n'empêche pas l'autre, Mais ouais, loin de là. ouais, ouais. Néanmoins, c'est devenu
sur une période récente de ma vie, de moins en moins possible. Ok. C'est vraiment quelque chose qui, si je m'étais écouté, j'aurais peut-être évité un certain nombre d'écueils. Si j'avais pris conscience des signaux qui m'étaient envoyés, j'aurais peut-être évité certaines situations qui sont en lien avec des choses pour lesquelles j'ai pris du recul. C'est-à-dire que j'ai coupé avec certaines personnes, certaines situations. Si je m'étais réellement écouté, eh bien, je n'aurais pas eu à aller jusque-là. D'accord. Peut-être que les choses se seraient passées plus tranquillement, mais avec des si, on ferait le monde. Est-ce que vous auriez un livre qui vous aurait particulièrement marqué? Alors, j'en citerai peut-être 2. Le premier, c'est, il y en aura 3, mais celui-là, je vais le rappeler rapidement. Le premier, c'est évidemment celui qui m'est tombé sur la tête, même si j'étais pas, Oui, bien très, sûr. très génial, mais on peut dire qu'il m'a marqué. Mais sinon, c'est essentiellement donc un livre de Dorine Virtue qui s'appelle Le Royaume des anges terrestres, qui a été effectivement quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, qui m'a permis de mieux comprendre certains modes de fonctionnement, certains comportements que je pouvais avoir. Et puis un autre qui est donc d'Alfred et Bettina Ostermann, qui parle, donc, qui sont les pionniers sur le sujet qui est celui du syndrome du jumeau perdu. Oh! Pourquoi est-ce que ce sujet-là vous a touché Eh bien, parce particulièrement? que je fais partie des personnes qui ont eu un jumeau pendant les premières semaines de grossesse de ma mère, qui n'est pas resté. Et donc, dans ce livre, quand je l'ai vu, je me rappelle, j'étais dans un salon, je fais court sur explication, je l'ai vu, j'étais littéralement paralysé. Ah ouais? Mon regard se pose sur ce livre, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger mon corps, je suis saisi. Et évidemment, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et donc, je vais acheter le livre et je vais comprendre, évidemment, que forcément, c'est ce que j'ai vécu. Et donc, ce livre a été une révélation. OK. Et m'a permis de mieux comprendre. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, dans cet entretien, je vous ai dit, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'étais si différent des autres. On me qualifiait de bizarre et vraiment de pas réagir normalement. Et ce livre a été une réponse extraordinairement importante, essentielle, même structurante par rapport à la personne que je suis aujourd'hui. OK. Eh ben, merci alors pour le conseil. Est-ce que vous avez aussi un rituel pour votre bien-être, peut-être quotidien ou quasi quotidien? L'auto-traitement. Le Lao Tzu fait partie de mes méthodes, mais j'en ai d'autres. Et donc, je varie en fonction de mon ressenti du jour. Dernière question, Didier. Est-ce que vous êtes heureux? Aujourd'hui, je peux dire ça, oui. Très sincèrement, vous m'auriez posé la question il y a peut-être 2 ans, je vous aurais répondu avec beaucoup plus d'hésitation. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux, alors avec évidemment une forme de bonheur relative, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas en moi, que j'aimerais plus activement harmoniser, libérer. Il y a des choses, des situations à l'extérieur de moi qui ne me conviennent pas non plus. J'aimerais changer et j'y travaille. Mais aujourd'hui, on peut dire ça. Oui. Super, c'est une belle façon de clôturer notre entretien. Merci beaucoup Didier pour cet éclairage, à la fois sur votre parcours, à la fois sur ce qu'est le Lao Tzu, avec, comme je vous l'ai dit, ce que j'apprécie moi dans cette distance que vous avez par rapport à tout ça. Et puis, je veux terminer en saluant Susanna, qui est une ancienne participante du programme de La Petite Voix, et c'est elle en fait qui m'a parlé de vous et qui m'a mis sur votre chemin. Donc, merci à elle et merci à vous du coup Didier. C'est très juste. C'est elle qui nous a mis en contact. Et effectivement, gratitude infinie pour ça. C'était un très, très chouette moment. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites et pour ce moment. Eh ben, avec grand plaisir. À bientôt Didier. À très bientôt. Merci, Aveline. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.